encore là, on saute encore une étape, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Juste pour vous donner un petit peu de l'impact de l'importance de la ville de Thetford Mines, je vous disais qu'elle était une des 10 premières municipalités à obtenir le statut de ville, avec les 5000 habitants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Thetford Mines va obtenir la nomination d'un navire, donc la frégate NSMC Thetford Mines, donc, qui est le navire de Sa Majesté. Donc, c'est un navire qui va avoir participé à quelques conflits dans le golfe du Saint-Laurent entre 41 et 43. Entre 43 et 45. Le golfe du Saint-Laurent, qui est très peu connu, ce conflit-là, en fait, c'est que les U-boats, les sous-marins allemands, sont venus jusqu'à la hauteur de Tadoussac. C'est le plus près qu'on a recensé comme sous-marins allemands. Ils sont venus bombarder des navires marchands, des navires de guerre. Et ça a été, un fiasco monumental pour la marine canadienne. C'est un peu drôle, il y avait organisé des commémorations pour souligner ce conflit-là. On s'est fait couler à peu près 35-38 navires. On a touché un sous-marin, puis on n'est même pas sûr s'il est vraiment mort, là. On l'a touché, on sait qu'il est rentré dans l'eau pour se réparer, mais on ne sait pas s'ils sont morts ou si on réussit à retourner de l'autre côté. Donc, c'est un peu particulier. Mais le navire Thetford Mines a participé aussi en Europe à des opérations. Il a coulé un sous-marin allemand sur les côtes de la Grande-Bretagne. Donc, comment ils ont fait pour le savoir? Ils ont rescapé l'équipage du sous-marin qui flottait. Donc, tout simplement. Donc, ils ont pu officialiser, justement, donc, je dis la repêche de 33 survivants directement. Donc, ça illustre un petit peu l'importance que la ville pouvait avoir. On a quand même donné un nom d'une frégate à Thetford Mines. À l'époque, on donnait le nom à ce qu'on appelait des corvettes, qui étaient des plus gros bateaux de guerre, les frégates. Et ensuite, on avait les navires de transport marchand, donc on appelait souvent des SS, donc des steamships, ou des RMS, donc des Royal Mail Ships, qui étaient des bateaux généralement pour tout ce qui était la poste ou pour les marchandises essentiellement. Donc, la Deuxième Guerre, il va y avoir des héros, les soldats. Il va y avoir, qu'on compare aux États-Unis à un Capitaine America. Les femmes sont aussi parties en fait à la Deuxième Guerre mondiale avec Wonder Woman. Soit dit en passant, ces deux personnages-là sont créés pendant la Deuxième Guerre mondiale à titre de propagande pure et simple. Donc, Captain America est créé essentiellement pour partir combattre les nazis. Wonder Woman, elle aussi, va combattre la guerre. Si on parle de Wonder Woman, son ennemi juré s'appelle Ares, qui est le dieu de la guerre. Donc, tout l'esprit de propagande se fait là. Et d'ailleurs, un des premiers comics de Captain America, c'est Captain America qui donne une gifle à Hitler. Aussi simple que ça. Donc, quand je vous dis c'est vraiment de la propagande, on crée les personnages. Mais c'est quand même, on attribue souvent des gens aux héros. Les hommes ont participé à la guerre par la présence sur le champ de bataille, sur les terrains, par les armements directement. Les femmes l'ont fait ici par les usines, essentiellement. Donc, autant au Canada, aux États-Unis, en fait, dans tous les pays. Manque d'ouvriers, donc directement, on va faire appel aux dames pour combler ce problème-là. C'est une participation à l'effort de guerre, essentiellement, qui va se faire au niveau des femmes, mais en deuxième ligne, ce qu'on appelle une participation en deuxième ligne. Et ça va amener l'émancipation des femmes, parce que les femmes vont commencer à travailler, vont commencer à voir qu'ils peuvent avoir une importance sur le marché du travail, qu'ils peuvent avoir leur place en société. Et à Thetford Mines, on a le cas de l'usine de Lynn & McLeod, qui est l'usine que vous voyez ici en bas, qui est aujourd'hui Castec, sur le boulevard Frontenac. À l'époque, Lynn & McLeod, c'était une usine de pièces automobiles. Donc, dans les années 40, fait des pièces automobiles d'acier. Et pour participer à l'effort de guerre, va commencer à faire des douilles de mortier pour alimenter, dans le fond, les canons mortiers de l'artillerie sur bateau. Et malheureusement, l'usine va exploser. On fait des munitions dans une usine, ça se peut que ça saute. 3 femmes vont en décéder dans le début de la quarantaine. Comme je dis, c'est essentiellement des femmes qui y travaillaient. Et le rapport du coroner, on peut en rire un peu, même si c'est un peu étrange, là, mais recommande à l'avenir de ne pas fumer dans un endroit où il y a de la poudre de canon. Donc, on peut se douter un peu de ce qui s'est passé. Donc, l'usine a été vraiment une perte totale. Il existe des photos d'archives où on voit vraiment l'usine ouverte directement, là. Donc, les munitions ont complètement explosé. C'était au coin des rues Saint-Pierre et Notre-Dame environ, un petit peu plus loin que la station des Arts aujourd'hui. Et dans la région, donc précisément ici, l'effort de guerre des femmes s'est fait dans les mines. Donc, on parlait du gobage. Donc, les gobeuses, c'est principalement à ce niveau-là que les femmes vont développer le travail dans les mines. Au début des années 1900, c'était les femmes, les enfants, pour la minutie des doigts, pour aller extirper l'amiante, les fibres d'amiante. Et les hommes aussi, il y a des hommes qui faisaient du gobage aussi. Ce n'est pas essentiellement un travail de femme.
Et à la Deuxième Guerre mondiale, ça va vraiment prendre une explosion incroyable. Les femmes vont se retrouver dans les mines. Et les femmes vont aussi se retrouver dans l'armée canadienne. On va créer en 1941 ce qu'on appelle le CWAC, le Canadian Women Army Corps, qui est un détachement entièrement féminin. Les femmes, là, ne seront plus uniquement des infirmières dans l'armée, vont devenir mécaniciennes, chauffeurs, vont devenir cuisinières et vont s'impliquer un peu plus sur les navires directement, sur les avions, pour s'occuper en fait de la mécanique des avions, mécanique automobile, et vont participer un peu plus concrètement à la guerre. Et c'est justement, comme je vous disais, même à cet endroit-là qu'on va créer aussi Wonder Woman, dans cette idée, la même année, en 1941, dans cette idée d'encourager les femmes à participer à l'effort de guerre. On voit vraiment ici là, une photo très bien détaillée de ce qu'est le gobage. Vous voyez en fait les tables où on casse la fibre et vous voyez les compartiments à l'avant où on sépare la fibre selon le grade, selon la grandeur et le fait de la qualité. Ça en a une autre un petit peu plus récente ici. On a le même principe encore. Donc, c'est les femmes qui travaillent avec les marteaux. Et vous voyez directement à droite toute la pierre stérile qu'on ressort de là. Ça, on est environ des années 50-60 en fait. Ouais, j'ai pas pris la date exacte, j'aurais dû l'identifier. Ouais. Oui. Oui, parce que les autres mines avaient été rendues avec des concasseurs. Donc, eux travaillaient encore manuellement. Autre impact de l'industrie minière, on ne peut pas en passer sous silence si on parle avec la fusion municipale. Black Lake qui tire son nom du lac Noir. Ça, c'est le lac Noir avant 1956. Vers 1956, c'est-à-dire qu'on a commencé à le vider avec la drague Fleur de Lys. Et par la suite, en 1970, donc une vue aérienne de ce qu'avait l'air le lac. C'est vraiment une conséquence directe de l'exploitation minière. On peut faire un lien direct avec ça. Pourquoi donc? C'est que le lac, c'est pas qu'il y avait de l'amiante sous le lac, c'est que le lac était une cuve d'amiante en soi. Donc, lorsqu'on pompe l'eau, la drague Fleur de Lys, c'est un tuyau de 2 pieds de diamètre qui pompe tout ce qui est eau, boue, roche, vase, tout rentre dans le tuyau. Et c'était filtré, dans le fond, et c'était envoyé vers Saint-Ferdinand, le long du lac à la Truite, ce qu'on appelait l'étang Stater aujourd'hui, ou les gens connaissent ça sous le nom du lac à la Souche. Donc, on a rasé les arbres et on a inondé la plaine, dans le fond, ce qui a fait une espèce d'étang vaseux. Et on a tout envoyé les sédiments là. L'eau, ce qu'on faisait avec c'est qu'on arrosait la paroi du lac. Donc, imaginez vraiment comme un gros bol. Et la pompe, au fur et à mesure qu'elle descendait, on arrosait les parois pour enlever la boue, pour repomper la boue. Et lorsqu'on a eu fini de faire ça, on a juste eu à gratter les parois du bol pour en extraire l'amiante. Donc, c'était très, très, très payant parce qu'on n'a pas enlevé de mort terrain. On a juste à gratter la fibre et l'exploiter directement. Donc, ce qui fait la particularité de ce lac-là, c'est cette façon, en fait, d'exploiter l'amiante à l'époque. Autre conséquence directe de l'exploitation minière, c'est les grandes mouvances. Donc, le déménagement du quartier Saint-Maurice, qui est aussi un événement important et très majeur dans la région. Donc, on va créer, les compagnies minières vont se regrouper pour créer la Relocation Limited, qui va gérer, en fait, tout le programme de relocalisation urbain du vieux Saint-Maurice vers un nouveau quartier pour, justement, permettre l'exploitation minière. J'ai créé 2,5 phases de déménagement parce qu'en fait, la première phase va avoir lieu en 1955 où on va déménager. Je vous reviens avec ça. Avant, juste vous montrer les photos de l'église Saint-Maurice. Vous avez avant sa démolition et pendant sa démolition, qui était considérée comme étant la plus belle église de la région. Et l'église Saint-Maurice, on va la démolir. En fait, on va faire un encan avant de la démolir pour vendre tous les objets à l'intérieur. Et les gens vont aller à l'encan acheter des bancs, acheter des pièces, donc des statues, des choses comme ça. Et ensuite, on va la démolir directement à coups de boule. Et ce qui est particulier, c'est que pour ne pas attirer les curieux, parce qu'on voulait finir de la démolir en mettant le feu dedans. Et pour ne pas attirer les curieux, ils se sont dit, on va faire ça de nuit. Quelle bonne idée, hein? Donc, ils ont allumé un feu en pleine nuit. Imaginez ce que ça a fait. C'est carrément l'inverse. Tout le monde s'est réveillé en se disant que c'est ça, il y a une grosse lueur dans la place. Donc là, tout le monde s'est attiré là. Et justement, donc, le feu, ils ont brûlé les restants des décombres. Le bois, tout a brûlé comme ça. Ensuite, ils ont ramassé la pierre directement avec les équipements. Donc, comme je dis, on déménage. Encore là, on a une image de Pierrot qui va rencontrer les déménageurs du quartier Saint-Maurice. On voit une image un peu de la façon que c'était fait. Donc, on déménageait environ une maison par jour. Dans les meilleurs délais, c'était une maison par jour, principalement.
Comme je vous dis, il va y avoir, moi je considère 2,5 phases, on dit 3, mais moi je dis 2,5 parce que la première va prendre les maisons qui étaient situées dans le trou, ce qu'on voit sur cette photo-là, et on va les amener ici à l'arrière, dans ce secteur-là. Et ce secteur-là, en fait, c'est ce qu'on va appeler le parc Johnson. Donc, en 1955, on prend les maisons ici, on les envoie dans le parc Johnson en se disant, sont assez loin, on va pouvoir exploiter l'amiante paisiblement, puis on va avoir la paix pour ne pas les bouger. À la fin des années 60, on va arriver où l'église. Là, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut redéménager des gens. L'église ne se déménage pas, donc on va la démolir. Donc, l'église sera démolite, l'Académie Saint-Maurice sera démolite et l'école Diouville aussi sera démolite. Donc, l'école qui, soit dit en passant, avait été rénovée entièrement et ça a été vendu, je pense, pour une pièce, là, pour qu'ils mettent la hache dedans. Là. Donc, c'est un peu particulier comme transaction. Donc, dans la fin des années 60, on va déménager tout ce beau monde-là, incluant ceux qui avaient été déménagés en 1955, et on va les envoyer dans le nouveau Saint-Maurice qui est juste ici à l'arrière du cégep, donc en haut. Je dois avoir une photo comme ça. Donc, on va prendre les gens de ce quartier-là, on voit vraiment les rues vides et on va tout réaménager le secteur au complet dans le nouveau Saint-Maurice directement, donc entre 69 et 72, 73 environ. Et le fameux point 5 déménagement, ce que j'appelle, c'est qu'en 87 ou 88, on va déménager la rue Smith. Fort connu. Est-ce que vous vous situez ici sur l'image? Donc, nous, au cégep, aujourd'hui, on serait juste ici, là, à Laurier-du-Bois. Donc, il n'y a vraiment rien à l'époque. Donc, on est en 56 sur cette photo. Donc, la rue Smith, on va décider de la déménager. Donc, je vous dirais à peu près le 3/4 de la rue Smith va être déménagé pour l'aspect dangereux des halles de minière chaque côté. Et il y a un endroit qu'on ne déménage pas, qu'on a toujours promis de déménager, c'est le quartier Mitchell. Le quartier Mitchell, qu'on devait déménager constamment. À toutes les phases, on disait oui, on va vous déménager, on va vous déménager, de sorte que les gens ne rénovaient plus les maisons. Parce que les gens se disaient ça ne donne rien d'investir dans nos maisons si on n'est pas être déménagé. Et ça n'a jamais été fait. Et c'est pour ça que je dis le fameux point 5, c'est que le quartier Mitchell n'aura jamais été déménagé malgré des promesses, malgré des pressions. Ça ne sera jamais fait. Et d'ailleurs, dans les années 90, à un moment donné, les instances gouvernementales se sont dit il faut rénover ces maisons-là, il faut redonner un peu un visuel attrayant à ce quartier-là. Et on va subventionner en fait des rénovations, on va aider les gens à rénover les maisons, étant donné qu'on met un point final sur l'aspect déménagement de quartier qui ne se fera jamais. Donc, une photo encore là, la rue Smith. On se déporte un petit peu, là, on bouge un petit peu dans le temps. Les deux grèves qui sont deux éléments encore là très, très importants pour la région, la grève de 49 et la grève de 75. Pourquoi ces deux éléments très importants? En fait, c'est là que on va, en fait, 49, on va passer de ce qu'on appelle un syndicalisme de conciliation, où on essaie de s'entendre comme il faut avec les patrons, à un syndicalisme de confrontation. C'est vraiment la grève de 49 au Québec qui va marquer cet élément-là. Ce que vous voyez en haut, c'est les photos, justement, des gens qui ont participé à la grève, qui sont légèrement amochées. Les demandes de la grève de 1949, mais en fait, juste pour faire un petit historique, c'est 5000 travailleurs mineurs de Telford Mines et d'Asbestos qui vont déclarer la grève le 13 février 1949. Donc, on va décider de partir en grève. La seule mine qui n'embarque pas, la seule mine d'amiante, c'est la Belle Asbestos, qui elle-même avait signé déjà un protocole d'entente pour renouveler un peu leurs conditions de travail. Les demandes à l'époque, c'est l'élimination des poussières à l'intérieur et à l'extérieur des moulins, une hausse de 15 sous de l'heure et 18 % de hausse pour les employés non rémunérés à l'heure, plus une prime de 5 sous de l'heure pour le travail de nuit et la rémunération double les dimanches, la contribution des compagnies à un fonds de sécurité sociale, donc un fonds de pension, la cotisation syndicale obligatoire pour tous, la consultation des syndicats pour la promotion, le transfert ou le congédiement de tout employé, et 9 jours chômés et payés en plus des vacances. La compagnie minière va se dire « Scandale, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas vous donner ça. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vous proposer 10 sous de l'heure d'augmentation, retournez travailler. Les gens vont s'insurger contre ça. Et ce qu'on va décider de faire, justement, à cette époque-là, c'est qu'on va déclencher directement la grève. La grève va durer 5 mois. La grève va, en fait, brasser énormément parce que lorsque les émeutes vont arriver à Asbestos, on va faire un peu ce qu'on appelle une chasse aux sorcières, mais ça va être plus une chasse aux grévistes, là. Donc, on va partir chercher les mineurs dans la ville d'Asbestos pour justement les retrouver et les punir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bloquer l'accès aux mines, ils veulent bloquer l'accès aux compagnies minières.
Et j'ai écrit l'interrogatoire, c'est que lorsqu'on en pogne un, il y a 3 façons de l'interroger. En fait, il y a 3 niveaux d'interrogatoire. Le niveau 1, c'est on l'assied sur une chaise, une pièce, on se donne 2-3 petites claques à la bouche, puis on lui demande de parler. S'il ne parle pas, on passe au niveau 2. Là, c'est une barre à clous, des coups de pied dans le ventre, des petites menaces, on sait tes enfants habitent où, on sait ta femme c'est qui, tes parents sont-tu bien. Donc, on commence à menacer comme ça. Et là, s'il n'y a pas d'aveu, on passe au niveau 3. Prenez tout ce que vous imaginez qui est faisable, là, ça se faisait. Coup de matraque, se faire tirer en bas de la maison, 2e étage, se faire rentrer dans la maison, faire passer bord en bord d'un mur. Donc, on prend, on le tire dans le salon, mais pas par la porte, là, par le mur. On le pogne du salon, on le retourne dans la cuisine. Dans la cuisine, on le retourne dans la chambre. Puis là, dans la chambre, ben, il n'a pas compris, il retourne dans la cuisine, mais on fait un autre trou. Et l'homme que vous voyez juste ici aurait subi 3 volées 3e degré avant de parler. Et en fait, ce qu'il demandait, c'est qu'il voulait qu'il dénonce son père, qui était président de syndicat. Et lui a dit, moi, je n'ai jamais voulu parler, et il a subi 3 volées de 3e degré. Pourquoi je dis 3 et non juste une? C'est parce que quand on l'avait amoché un petit peu, on faisait venir le médecin de la compagnie. On lui demandait, est-ce que cet homme va bien? Le médecin, il est magané, mais il est encore capable. Bon, on continue. On le brasse un petit peu. Est-ce que cet homme va bien? Ah non, là, il est vraiment magané, laissez-le tranquille. Là, il le laissait tranquille, puis il partait vers un autre. Donc, c'est un petit peu la façon de faire. Le résultat de tout ce chambranle-là va être une augmentation de salaire de 15 sous de l'heure et on va faire passer les congés à 3 semaines lorsqu'on a 25 ans de service pour la compagnie minière. Donc, on a 3 semaines après 25 ans de service. On donne, c'est 10 sous de l'heure, donc l'offre initiale reste là de 10 sous de l'heure. Et tout ce qui concerne la salubrité des mines, la salubrité des installations, on s'en remet à la bonne volonté des compagnies. On va dire quand même, ils sont capables de traiter leurs gens convenablement. Donc, on va les laisser faire et ça va rester comme ça. Ce qui nous mène rapidement à la grève de 75, qui va être un peu la succession de la grève de 49. En 75, on va décider de reprendre la question de la salubrité et non vraiment des conditions de travail salariales et des choses comme ça. Ça va être une grève de 7 mois et demi. On va demander des nouvelles normes environnementales au niveau de la filtration de l'air, au niveau de tout ce qui est installation de dépoussiéreurs. Les mineurs vont gagner, mais à l'inverse, ils vont y perdre énormément au change parce que, à force de dire que c'est pas bon de respirer de l'amiante puis que c'est mauvais pour l'air, c'est mauvais pour les travailleurs, il y a des études qui vont se faire dans le sens justement où c'est vraiment mauvais pour la santé. Et là, les États-Unis vont commencer à bannir l'amiante. L'Europe va commencer à le faire aussi. Et tout le mouvement, en fait, va s'enclencher vers la banalisation du produit jusqu'à tout dernièrement où vraiment, là, c'est vraiment inscrit comme étant un produit dangereux. Donc, c'est un peu issu de cette grève-là où on va tout retirer le mouvement là, dangereux de l'amiante. Je passe rapidement sur la nationalisation de l'amiante. En 1976, lorsque le Parti québécois va arriver au pouvoir, eux vont y voir un intérêt, en fait, pour tout ce qui est le commerce de l'amiante. Et ils vont se dire il faut nationaliser le commerce, il faut nationaliser l'industrie. Et ils vont décider de créer, en fait, la SNQ, la Société nationale des Québécois. C'est ça. Eux vont gérer tout le dossier, tout le dossier, en fait, pour essayer de commencer à englober l'industrie de l'amiante sous, en fait, une forme de privatisation sur la nationalisation, pardon. Et à l'époque, on va racheter 50 des actions de la General Dynamisas que détenait l'Asbestos Corporation. Et on va, en 1981, en fait, on va payer 165 millions de dollars de fonds publics pour acheter 55 de ces actions-là, ce qui équivaut aujourd'hui à peu près à 85 $ l'action de la compagnie minière. À l'époque, c'est le ministre des Finances, Jacques Parizeau, qui va orchestrer la transaction. Et c'est très, très controversé, autant à l'époque que par après, parce que les gens voyaient justement le déclin de cette industrie-là. Par la grève de 75, on voyait vraiment le déclin tranquillement et on va payer vraiment un très, très gros prix pour acheter une compagnie qui est en déclin, donc on pensait relancer. Un peu comme du malheur, c'est qu'en 89, donc, les États-Unis vont entièrement bannir le produit sur leur territoire. Et en 1992, c'est Robert Bourassa avec le Parti libéral qui va privatiser, en fait, qui va reprivatiser directement l'industrie de l'amiante. Donc, on revient un peu au début du débat. Donc, c'est vraiment là une certaine... Puis là, vraiment, le déclin et la chute va se faire jusque dans la fin des années 2010, en fait, directement.
j'ai remarqué, tantôt j'ai oublié de le corriger, c'est pas 2001 la fusion, c'est 2004. Ça, c'est un problème historique dans ma tête à moi. J'ai toujours dit 2001, je fais des recherches, je cherche 2001, je ne cherche jamais 2004. Donc, on va avoir la fusion municipale en 2004, où on va justement regrouper tout ce qui est Thetford Mines, Thetford Sud, Pont-Brillant, Robertson et Black Lake. Rivière-Blanche a été fusionnée en 1995 déjà. Et donc, la fusion municipale va se faire un peu, je vous dirais, en controverse en quelque sorte, parce qu'au début, oui, on a un beau projet de regrouper tout ce monde-là pour diminuer la tâche administrative, pour diminuer l'appareil administratif. Mais il y a deux villes qui vont se heurter au référendum, en fait, vont se heurter à la fusion et qui vont demander une défusion. Savez-vous c'est lesquelles? Black Lake et Robertson. Black Lake et Robertson vont demander un référendum. Et d'ailleurs, justement, dans le livre avec Pierrot, Pierrot va rencontrer M. le maire de la Liberté, qui s'inquiète justement de savoir quel sera le résultat du référendum. Et finalement, le référendum va tomber. Donc, et Black Lake et Robertson vont demeurer dans la fusion municipale telle quelle. Donc, c'est pour ça que, justement, l'article du Courrier Frontenac à l'époque avait écrit « Unis pour le meilleur et pour le pire ». Donc, c'était vraiment là, scellé définitivement. Le référendum n'avait pas passé dans ces deux municipalités-là pour revenir à l'arrière. Donc, on va arriver à la fusion municipale. Je vous montre quelques photos en terminant, juste quelques photos un petit peu de la région. Encore là, c'est aussi dans le livre, c'est un chapitre que je n'ai pas parlé en 1939, grosso modo. Le roi et la reine vont passer, faire un petit tour pan-canadien et vont passer de Sherbrooke vers Québec. Ils n'ont pas le choix de passer à Thetford Mines. Le chemin fer est là. Petit scandale, c'est que la reine devait s'arrêter à Thetford Mines, devait débarquer à une petite cérémonie. Par manque de temps et l'horaire chargé de la reine et du roi, le train n'a seulement que ralenti devant Thetford Mines, donc devant la gare. Et là, il y avait un détachement complet de soldats. Il y avait, la fanfare était là, les notables étaient là, il y avait des gens qui voulaient l'accueillir avec des fleurs. Donc, toute la grosse attirail était là pour accueillir la reine. Et elle n'est seulement que sortie sur le derrière du train et nous faire des tatas, nous faire des petits saluts. Et là, ça a été un scandale dans les journaux. Thetford Mines n'est pas assez importante pour le roi. Et donc là, ça avait vraiment une espèce de gros charabia, justement, que les gens disaient, c'est ça, on n'est pas assez important pour l'Empire, ils ne veulent pas s'arrêter chez nous. Donc, c'était un petit peu particulier comme événement. Ça aussi, c'est une photo assez typique de la région. C'est ce qu'on appelle la chambre des pendus. Et pourquoi donc? C'est que lorsque vous voyez tous les uniformes en haut, ça a l'air d'être des personnages pendus. En fait, effectivement, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que lorsqu'on arrivait avec notre linge sale de travailler le soir, on descendait notre linge propre, on accrochait le linge sale et on le remontait en haut et la ventilation nettoyait la poussière des vêtements, de sorte que lorsqu'on arrivait le lendemain matin, on descendait le linge qui était de travail, qui était rendu dépoussiéré, et on accrochait notre linge propre qui restait propre en haut. Donc, mais de vue d'en bas, on appelait ça la salle des pendus parce qu'effectivement, c'est un peu particulier de voir tous ces uniformes-là attachés. Est-ce que vous vous situez ici un petit peu? Rue Notre-Dame à Thetford Mines, la voiture qui est ici, on est en 1905, la voiture, elle serait stationnée en avant du 7 Lacouille, à peu près. Donc, pour donner, on voit le pignon à votre droite de l'église Saint-Alphonse. Donc, on a l'hôtel La Branche ici sur le coin. C'est un très gros hôtel. La banque qui est encore là, banque de commerce. Encore là, regardez, un peu du même endroit. Ça, c'est en 1976, si je me rappelle bien. Et c'est pendant les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Et c'est un peu spécial parce qu'il y a des jeunes qui ont décidé de faire une émeute. Il va être à peu près 5-6. Ils ont fait brûler une table à pique-nique dans la rue, en avant du collège La Salle, du couvent, l'autre bout. Et ils ont envoyé 1, 2, 3, 4, 5 chars de police, 4 motos. Il était à peu près une dizaine de jeunes maximum dans les journaux qui disent. Et ils ont fait brûler une table. Donc là, c'était comme les autres, c'était l'émeute à Thetford Mines, mais non, dans le fond. Ils ont vraiment envoyé comme le détachement complet de la police. C'est un peu spécial. La photo qui circule probablement le plus sur le centre-ville de Thetford Mines, donc en 1967, durant les festivités du 75e anniversaire de la ville. Donc, oui, mais effectivement, toutes les annonces sont français-anglais à l'époque. Donc, vraiment, ça a quasiment l'air de Las Vegas, un peu, c'est toute l'illumination, les panneaux illuminants. Aujourd'hui, on pourrait même plus faire ça. Par les règlements d'urbanisme qu'on appelle la pollution visuelle, là, on ne pourrait plus faire ça. Parce que justement, l'éclairage, tout ce que ça l'amène, donc c'est un peu parce que autant les gens trouvent ça beau, on ne peut plus faire ce genre d'éclairage-là.
Mais si vous regardez des photos, vous parlez de Montréal, on regarde des photos de la Plaza Saint-Hubert, peut-être ceux qui connaissent, là, qui est vraiment une rue très, très commerciale. Mais à l'époque, c'était comme ça, comme x10, là, je veux dire, il y avait vraiment des éclairages au néon, et aujourd'hui, tout est interdit. Ils n'ont même plus le droit d'avoir d'éclairage au néon. De soir, il y a des lumières qui doivent se fermer à telle heure. Tout est rendu contrôlé. Mais c'est ça, je trouve particulier. C'est autant les gens aujourd'hui disent « Ah, c'était beau à l'époque. » Aujourd'hui, on ne pourrait même pas refaire ça. Et c'est ce qui clôt un peu notre survol rapide, je vous dirais, de 125 ans d'histoire de Ted Fogg. J'espère, minimalement, que ça vous a fait connaître un petit peu. Puis peut-être ça va vous donner le goût de le partager à vos enfants, à vos petits-enfants, d'en parler. Ça peut être intéressant un peu de vous donner une idée de ce que ça avait l'air la région là, à travers ces années. Et je vous remercie beaucoup d'être venus en grand nombre et j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.